Bonjour, donc on se retrouve donc, toujours donc avec Alexis, donc, consultant en cybersécurité offensive, Yes. et du coup Oussama, consultant en cybersécurité défensive. Donc la dernière fois on avait pas mal parlé du coup de cybersécurité en général, d'IA, Bien. et de comment l'IA pouvait servir et desservir la cybersécurité en général. Mhm. Et on avait dit que du coup cette fois-ci on parlerait donc plus de pen test et d'OSINT si on a si on a le temps. Euh, du coup, peut-être Alexis, Ouais. tu voudrais présenter, vu que c'est ce que tu fais au Oui, quotidien. exactement. Donc, comme l'a dit Nazim, moi je fais des missions de pentest. Donc, c'est une thèse d'intrusion en français. Donc, je fais ça depuis, on va dire que je suis arrivé, même avant. Donc, j'en ai fait sur du médical, j'en ai fait pour de l'industrie. Donc, j'en ai fait un petit peu partout. Euh, alors, pour le pentest, comment on va dire faire ça? Le pentest, pour moi, c'est 3 étapes. Il va y avoir une phase de préparation, une phase du coup de pentest où tu fais du coup de ces intrusions, et une phase en amont. À la fin, c'est le rapport où tu vas du coup détailler tout ce que tu as fait, les résultats et la restitution. Euh, Bon, je vais un petit peu décrire chaque étape parce que je trouve que c'est important. Dans la préparation, donc c'est pas moi qui m'en occupe, mais je fais partie du coup de cette phase-là aussi, avec l'équipe pour laquelle je suis. Donc là, on fait tout un travail de conseil. Le Mhm. client, il vient, il nous dit voilà, on voudrait faire des intrusions. Parfois, il ne sait pas ce qu'il veut faire, donc on essaie de le conseiller en lui disant bah, c'est quoi votre système, qu'est-ce que vous voulez faire, est-ce que c'est de l'homologation. Enfin, il y a vraiment une définition de besoin. Donc on est là pour essayer de déjà comprendre ce que le Ce que le client client. veut orienter, Mhm. parce que c'est le principal, et ensuite trouver la meilleure solution pour ses besoins. Ensuite de ça, quand on a un peu défini ça, il faut définir le scope parce que le pentest, il faut bien comprendre qu'on ne fait pas n'importe quoi sur les industries, enfin sur les services des industriels ou des clients. Mhm. Il faut bien définir ce qu'on va tester, ce qu'on ne va pas tester, combien de jours, combien de temps, puisque ça c'est très important pour nous, parce qu'aujourd'hui, quand on fait un pentest, c'est assez, on va dire, pas compliqué, mais on peut que donner des tranches des semaines. On peut pas dire c'est 3 jours exactement ou c'est 4 jours. On donne à peu près une tranche pour dire voilà, on va faire ça, ça prendra tant de temps et voilà. Et donc il y a une phase de on signe les documents, on se met d'accord avec le client sur les comptes sur lesquels on a besoin, sur les documents, la documentation. Et après, plus tard, on peut dire que le job il est fait et du coup on va de l'autre côté préparer nos prérequis. Donc on va créer du coup nos machines virtuelles, on va créer nos outils et tout. Donc voilà. Donc ça, c'est la première partie, c'est la préparation. Ensuite on a le pen test. Donc le pen test c'est facile, c'est du coup là où on va chez le client, on va vraiment s'amuser. Enfin, pas casser, mais on va essayer du coup de récupérer des informations intéressantes pour du coup sortir un rapport intéressant. Parfois on n'y arrive pas, on n'a pas forcément, on va dire, Nécessité de résultats. Ouais. exactement, une nécessité Mhm. de résultat parce que si le client il a déjà fait d'autres pentests, il veut juste s'assurer que du coup les mesures de sécurité qu'il a mises en place elles sont déjà Fonctionnel. fonctionnelles, qu'elles répondent à ce qui est demandé, c'est top. Donc on est juste là aussi pour tester, on dit voilà, ça c'est sécurisé donc c'est bien. Bon, le but du jeu aussi c'est de trouver des choses, donc parce qu'il faut mettre des choses dans le rapport. Mhm. Et ouais, donc le pentest il est divisé en plusieurs étapes. On va avoir la reconnaissance, où en fait tu vas essayer de comprendre un peu comment marche le système, on va voir quelle technologie tu utilises. Ensuite on va faire vraiment l'exploit de vulnérabilité où tu vas utiliser des scripts, soit tu utilises Mhm. des trucs que tu as déjà créés, soit des trucs qui sont déjà dans le marché, comme des outils que je vais citer un petit peu plus tard. Et après, du coup, tu essaies de me faire d'exploiter. Des fois, tu y arrives, des fois, tu n'y arrives pas. Quand tu y arrives, ça t'ouvre du coup de nouvelles possibilités. Donc, tu fais un petit peu de reconnaissance. Et jusqu'à ce que tu trouves des choses importantes, tu les mets dans ton rapport. Et on va dire que c'est banco, tu as trouvé ce que tu veux. Ce qui est bien, moi, ce que j'aime bien faire, c'est quand je vais chez le client. Parce que du coup, Mhm. le but, c'est vraiment. On n'est pas là, en fait, pour être à l'épreuve. On est là aussi pour aider, du coup, le client. Donc, le but du jeu, c'est pas qu'il nous donne rien du tout et qu'on soit à la fin un petit peu démuni ou qu'on ait passé tout le temps à essayer de trouver un accès et qu'on ait du tout plus de temps pour du coup faire les tests qui étaient prévus à la base. Le but du jeu, c'est de nous donner du coup les comptes. Quand c'est comme ça, on le met toujours dans le rapport où on dit ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, ce qui était donné, ce qui marchait pas. Et voilà, on est assez transparent là-dessus parce que le pentest, on peut passer par exemple 3 heures ou 3 jours sur une vulnérabilité qu'on ne va pas exploiter, mais si on a d'autres choses à tester, on va plus avoir le temps. Du coup, c'est un peu bête. Du coup, si imaginons que le client utilise des protocoles propriétaires, on va pas arriver à s'ingénier le protocole autant qu'il nous donne la documentation, qu'on gagne du temps et qu'on aille au but, quoi.
Et comme ça permet de tester plus de choses. Ouais, c'est le but aussi, parce que sinon, à la fin, on va dire, on a testé un truc, et voilà, c'est tout. Et on va dire, ok, mais c'est pas très intéressant en fait. Nous, on voulait vraiment. Parce que nous, chez Accenture et chez du coup AMD et Accenture, on a une liste de tests qu'on doit dérouler, donc on suit notre liste. Et enfin, on va avoir le rapport. Et le rapport, en fait, c'est vraiment tout ce qu'on a trouvé, même ce qu'on n'a pas trouvé. On va énoncer les vulnes, on va aussi mettre des recommandations. On va essayer du coup d'aider le client à mettre du coup des protections sur les choses sur lesquelles il n'y a pas de protection, que ce soit des petits paramètres à ajouter aussi, par exemple, ou autre chose, que ce soit du coup un bastion, un firewall, enfin quelque chose qui puisse en fait protéger le système. Et après, ce qu'on fait souvent, c'est on fait une restitution, parce qu'il faut savoir aussi adapter son dialogue, parce que tu vas pas parler à un RSSI comme tu parles du coup à une personne qui est technique. Donc il faut savoir ce que tu dis, comment tu le dis. Et donc lors de la restitution aussi, on est aussi là pour poser des questions, en disant on a fait ça, est-ce que c'est normal? Est-ce que le compte que vous nous avez donné, il était admin ou c'était juste un utilisateur normal? Parce qu'on a pu faire ça. Donc c'est aussi un petit peu de comprendre. Et Et peut-être rapidement, juste un point, vu que tu l'as évoqué, par rapport aux informations que te donne le client, normalement, le client, en général, les clients structurent ça aussi en trois types de pentest. Tout à fait. Il y a le white box, grey box, exactement. Black box, ouais, donc c'est assez important. C'est ce que j'ai un peu énoncé, c'est que du coup, quand on est en white box, on a accès à tout, on peut voir tout, donc c'est beaucoup plus simple. On est là vraiment pour aider. Enfin, tous les cas, on est là pour aider et on a le plus d'informations possible. Et quand on est en black box, du coup, au contraire, on n'a rien, on part de zéro et on essaie d'avoir le maximum d'informations en partant de zéro. Exactement. Et du coup, le grey box, c'est un petit peu entre les deux. Voilà. Donc voilà, merci pour. Non, pas de soucis. Ouais, je ce petit point. Et après, du coup, voilà, ça, c'est pour le pen test, on va dire, grosso modo. Aujourd'hui aussi, il y a d'autres termes qui apparaissent. On va avoir du coup les red team, les blue team et les filter team. Donc le pen test et c'est red team, blue team, filter team, c'est vraiment autre chose. Comme je dis, le pen test c'est très structuré. Tu signes un document tu sais sur quoi tu vas faire tes pen tests. Quand c'est en dehors du scope, tu testes pas. Alors que le red team, en fait, il n'y a pas vraiment de scope. Tu testes ce que tu veux. Tu es là vraiment pour essayer de récupérer le maximum d'informations sur tous les systèmes, essayer aussi de ne pas te faire détecter par la blue team. Parce qu'en fait, c'est un petit jeu de attaque-défense. Les red teams sont là pour attaquer, la blue team est là pour défendre. Et c'est une sorte de challenge entre les deux. Exactement, ouais. La blue team essaie de se défendre, d'améliorer ses défenses. Tout à fait. Et la red team essaie de les exploiter, par exemple exploiter les faiblesses et essaie aussi d'améliorer les techniques. Tout à fait, ouais. Voilà, en cas de défense sophistiquée. Okay. Ouais, par exemple, dans les pen tests, moi ce que je fais un Nmap. Donc un Nmap c'est pour l'éditer scanner le réseau. Services, tout à fait. En red team, le Nmap ils le font, on va dire assez discrètement parce que scanner les ports, etc., faire des choses comme ça se voit dans les logs, donc ils évitent de faire ça. Alors qu'en pen test, on sait, donc je ne vais pas être là en disant je ne suis pas fait détecter, c'est trop bien, alors c'est pas le but quoi. Et le purple team du coup, c'est un peu les deux. Donc ils sont là aussi pour aider la défense et aider l'attaque. En fait, ils ont de la data qui vont permettre du coup, qui vont mettre à la disposition de la défense en disant voilà, donc vous pouvez utiliser telle technique ou telle technologie ou ces data de ce moment-là pour du coup voir que du coup il y avait une attaque. Et inversement, pour l'attaque, du coup, ils disaient si vous faites ça, vous allez générer des logs, donc ça va être détecté par la blue team, donc on va pas faire ça. Exactement. Et comme en général, les projets ou les missions plutôt red team, comme il n'y a pas réellement de méthodologie et qu'on teste un petit peu tout, ça dure beaucoup plus de temps que les pen tests qui sont beaucoup plus courts. Et souvent, quand ça alterne entre red team et blue team, il peut se passer plusieurs mois, voire en tout cas beaucoup de temps, entre le moment où la red team va tester et le moment où la blue team va essayer de défendre et de corriger les manquements de sécurité qui ont été détectés par la red team. Et c'est là où l'intérêt de la purple team prend son sens, parce que justement, on peut reboucler beaucoup plus vite, vu qu'on a à la fois le côté attaque et défense dans la même équipe. On n'a pas besoin de faire une prestation attaque, une prestation défense. On fait ça tous les jours ensemble en même temps. Et en plus, on a aussi une meilleure compréhension des menaces et une amélioration continue des défenses. C'est aussi l'intérêt. Ça me fait penser, c'est une anecdote, en fait, il y a souvent en fait, des box où en fait, tu vas avoir deux équipes, donc il y a la box à attaquer. Et la première, en fait, on va dire la première équipe qui arrive à accéder à la box doit en fait patcher les vulnérabilités pour que l'autre équipe ne puisse pas y accéder. Et c'est tout un jeu de voilà, en fait, il y a une exploit ici, je vais le fermer parce que je suis passé par là, comme ça l'attaquant de l'autre équipe ne pourra pas passer par là. Et le but du jeu, c'est de garder la box le plus longtemps possible. Donc c'est vraiment
t'attaques, tu te défends, puis tu te refais attaquer, du coup, bah, tu perds les accès, du coup, tu vas re-attaquer par un autre moyen, mais tu as mis des défenses avant, du coup, tu peux plus faire ça. C'est assez drôle. Ok. Voilà, après, la Blue Team doit avoir forcément des connaissances, voilà, les connaissances de la Red Team pour savoir se défendre. Sinon, ce serait un peu compliqué si on ne connaît pas vraiment les techniques ou la méthodologie des attaquants. On ne peut pas se défendre C'est sûr. comme il faut. Oui, les deux se tirent vers le haut en fait. C'est vraiment. Les deux sont là pour aider. D'ailleurs, il y avait une déclaration sur Hack the Box et de l'organisme de certification ISACA qui disait que justement, il y avait de plus en plus de challenges qui sont faits par les Purple Team, déjà dans le style de la box dont parlait Alexis, mais aussi sur des attaques sur l'Active Directory par exemple, où justement, on va dire les profils défensifs vont essayer justement d'améliorer les seuils de détection et d'ajuster les tactiques, alors que les attaquants vont essayer justement de les contourner et de traverser, on va dire, les systèmes de détection. Oui. Moi, typiquement, il n'y a pas longtemps, j'étais chez un client, donc du coup, j'étais là pour un pen test, et le client, c'était son premier pen test, donc ils étaient contents en fait qu'on remonte plein de vulnérabilités, mais souvent, il y a d'autres clients où en fait, du coup, ils sont là vraiment pour tester, et on va dire que la hiérarchie a mis des mesures de sécurité et tout, et qu'on trouve des vulnérabilités, ils essaient un petit peu de chipoter en disant oui, mais en fait, on vous a donné accès, du coup, donc ça dépend des clients, mais faut vraiment penser qu'on est là juste pour aider, parce qu'un attaquant qui veut vraiment vous attaquer, c'est un peu redondant, mais il va tout faire pour y accéder. Donc c'est pas parce que vous avez laissé ça ou vous avez laissé ça un petit peu laxiste. On est vraiment là pour aider, pour que la sécurité globale du système soit couverte à 100%. Voilà, si on a les accès, si on teste en boîte blanche, c'est juste pour accélérer un peu le process. Voilà, on ne va pas attaquer un truc en black box, on va perdre de temps, donc là, c'est juste pour accélérer. Niveau temps, nous, on est payé sur tant de temps. Un attaquant, ça peut être déjà 10 ans qu'il essaie de nous attaquer, donc il a déjà 10 ans d'avance sur nous, donc autant nous donner un petit peu des billes, des éléments pour qu'on retrouve des infos et qu'on vous les donne. Bon, c'est sûr que le temps passé et l'acharnement, on va dire, contre une cible à attaquer, c'est peut-être la métrique la plus importante quand on veut vraiment attaquer une entreprise. Surtout quand on connaît la durée de vie des mots de passe et des certificats, qui en général font pas plus de 2 ans. Et comme on l'avait dit avant, il suffit d'une personne, du coup, un maillon faible dans une entreprise pour que du coup l'attaquant ait accès. Exactement. Et en plus, ce genre d'équipe, donc de Purple Team, ça permet aussi de faire des attaques qui sont très complexes et avancées. C'est un peu comme l'attaque qui a été trouvée par Ronnie Carta pendant un Bug Bounty, donc compétition de hack. C'est le champion du monde ou vice-champion du monde de Bug Bounty. Et oui, en fait, où lui et son équipe ont trouvé l'attaque par sandwich dont je vous avais parlé. Et en fait, ça exploite une vulnérabilité. En fait, tous les systèmes aujourd'hui utilisent des tokens d'authentification, des protocoles qui sont basés sur des tokens d'authentification, que ce soit certains vont vous dire quelque chose, donc OAuth, OpenID Connect, LDAP, SAML, etc. Et en fait, tous ces JWT aussi, tous ces protocoles utilisent des tokens d'accès, et en fait, ces tokens doivent être stockés dans une base de données. Et en fait, ils ont un identifiant, donc un UID, qui permet justement de les référencer de manière unique. Et en fait, ce qu'a fait Ronnie Carta, c'est qu'il a requêté le générateur de tokens plusieurs fois. Et en fait, il a réussi à trouver une corrélation mathématique, lui et son équipe du coup, entre cet ID, donc cet identifiant unique, et le temps de la requête. Et à partir de ça, il a compris comment fonctionnaient les générateurs de tokens et il a pu générer lui-même un token. Exactement. Et je pense que ce genre d'attaque, si on n'a pas à la fois des profils offensifs et défensifs avec de l'expérience, je pense que c'est presque impossible de penser à ce genre d'attaque très très sophistiquée. Et c'est encore une fois l'intérêt de mettre en place ce genre de team, Purple Team. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, il y a aussi pas mal d'autres vulnérabilités, innovations, on va dire, qui sont testées par ce genre d'équipe, que ce soit Red Team, Blue Team, Purple Team. Il y avait par exemple tout ce qui est attaque, donc comme on l'avait dit avant, de Active Directory, mais aussi autour des protocoles réseau, par exemple.
Je me souviens que toi, Oussama, tu avais déjà eu une expérience avec Eternal Blue. Ouais. Donc c'est une vulnérabilité qui... Je te laisse peut-être en parler. Bon, c'est la vulnérabilité la plus critique durant une certaine période et c'était la base du ransomware WannaCry. Donc le WannaCry, le fameux WannaCry était basé sur cette faille de SMB, le protocole Samba version 1 et sur l'exploit Eternal Blue. Donc Eternal Blue c'est un exploit qui exploite à la base le protocole SMB, la version 1 de protocole. Et SMB, c'est un protocole de partage réseau, donc de partage de fichiers, partage d'imprimantes, d'équipements ou autre. Et voilà, Eternal Blue permet d'avoir un accès total sur la machine victime. Donc on peut ouvrir un shell, donc un invité de commande. Voilà, un invité de commande. On peut exécuter des codes arbitraires, donc ce qu'on appelle arbitrary code execution. Voilà, et personnellement, je l'ai essayé sur des environnements un peu vieux. Voilà, donc c'était du Windows Server 2008, Windows 7, voilà, qui utilise encore la version 1 de Samba. Et voilà, c'était vraiment fluide. Donc c'était au bout de quelques secondes, on peut avoir un shell qui est ouvert. On est direct pointé sur ces Windows. Là, c'est clair. Et parfois, il y a d'autres systèmes en question de ressources qui n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe, qui n'arrivent pas à gérer franchement l'exploit et ils crashent. Donc on aura un écran bleu. Ah oui, écran bleu. C'est vrai, tout à fait. Et ça me fait penser que parfois en pentest, on a du coup, comme je disais, en fonction des versions, on peut savoir les vulnérabilités qui sont connues, mais c'est pas parce que du coup elles sont connues que par exemple il y a un exploit que ça va marcher chez le client, parce qu'il y a peut-être d'autres mécanismes de sécurité ou je ne sais pas quoi qui va faire que ça va marcher. Mais dans les rapports on le met toujours, on dit que cette version est vulnérable, il faudrait la mettre à jour et on donne les recommandations. Après ça c'est en théorie, en pratique on sait que du coup pour mettre à jour il faut de l'argent et du coup peut-être qu'il faut faire aussi de la migration, donc c'est un certain coût parfois les recommandations qu'on va donner parce que le système il marche comme ça et pour par exemple une entreprise qui est soucieuse de la sécurité mais qui n'a pas forcément un budget énorme pour pouvoir tout refaire, il faut trouver des compromis. Ça me fait penser, il y avait une entreprise qui utilisait un grand fournisseur du cloud, un des trois grands, je ne préciserai pas lequel, mais et en fait il avait activé la double authentification sur un des services, mais je ne le savais pas à ce moment-là. Et en fait il y avait une version qui était vulnérable sur une des technologies qui permettait de mettre en place un shell justement, mais via un paquet TCP. C'est un des deux grands protocoles qui permettent d'envoyer des paquets réseau. On a TCP et UDP. Et en fait, c'est un méterpréteur TCP. Et en fait, j'avais utilisé une extension de l'application Metasploit. C'est un peu l'application, on va dire, avec laquelle on commence à faire du pentest. Oui. Mais l'extension s'appelait MSF Venom. Oui, elle est peut-être un peu moins, on va dire, répandue. Et, même si vous connaissez. Ok, ça va. Et en fait, avec ça, j'ai dû chercher en fait, comment dire, cet exploit n'était pas disponible en fait dans les librairies basiques de l'extension, mais en fait j'ai trouvé un autre site qui listait en fait des exploits qu'on peut intégrer à MSF Venom. Et en fait j'ai trouvé cet exploit là qui permet de faire un shell TCP, je l'ai inclus dans l'extension. Et en fait, ça m'a permis de faire un shell sur, j'ai failli dire le nom du service, sur le service de génération de machines virtuelles d'un de ces trois clouds. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'à chaque fois, le shell était fermé. Donc ça fonctionnait pas. Et en fait, c'était justement à cause de la double authentification. Et c'est ça. Et en fait, ce que j'ai dû faire, c'est en fait intégrer la commande que je voulais exécuter dans la génération du shell. Et là, ça a exécuté la commande juste avant que le shell ne se termine. Et comme ça, j'ai pu récupérer la liste de tous les fichiers, les dossiers, etc. Mais le contenu, je ne pouvais pas. Parce qu'en fait, il essayait de récupérer, par exemple, en copiant le contenu, ça commençait à copier le contenu, mais avant que le contenu se finisse, le shell se finissait. Du coup, je pouvais juste voir ce qui était dedans, mais pas le récréer. Donc c'était pas facile. C'est ça, on va dire que c'était une demi-victoire. Exactement. C'était bien comme c'était fait. Exactement. Et du coup, ça me permet de rebondir sur les outils qu'on utilise. Ouais. Donc, nous, chez MD by Accenture, on utilise du coup les licences Burp. Donc, Burp, c'est un outil qui peut faire du scan, permet de remonter des vulnes, parce que on ne peut pas tout automatiser, donc cet outil nous permet de le faire.
Et en fait, ça nous fait gagner du temps et on regarde si des choses sont critiques, on va pouvoir aller investiguer si vraiment c'est bon ou si c'est des fois positif. Il faut savoir aussi faire un peu de scripting, donc dans différents types de langage. Moi, je sais coder en Shell, excusez-moi, en Bash, en Python, en Java. Enfin, il faut savoir un petit peu se débrouiller parce que s'il y a en Ruby aussi, parce que tu as souvent des exploits qui sont faits en Ruby. Le C aussi, je pense. Beaucoup de C. C'est très pratique pour faire de l'hexadécimal. Exactement. Ouais. Le C après, c'est la base. C'est la base de tout. Après, il y a Ruby et Perl parfois. On trouve des scripts en Perl. Tout à fait. Donc, à la base, c'est C, Perl, Ruby et Python. Tout à fait. Généralement, ce sont les langages des scripts utilisés. On ne peut pas compter sur d'autres langages qui prennent du temps pour la compilation, comme Java ou comme autre. Là, ça va dépendre aussi. C'est un peu lourd là. Après, ça dépend, parce que là on parle beaucoup de Linux, mais sur Windows, du coup, il y a aussi du PowerShell, des choses comme ça. PowerShell, c'est pas mal. Donc, et donc, du coup, moi, j'ai une panoplie on va dire, d'outils qui sont en fait gratuits, utilisables sur Internet, qui sont sur GitHub. Je peux citer par exemple InPeace, InPacket, c'est vraiment la base, le WinPeace aussi. Et après, on a pas mal de ressources qui sont faites par des gens de la communauté qui ont beaucoup d'expérience. Et donc on peut avoir du coup The Hacker Recipes, Adtricks, donc c'est vraiment des ressources très utiles qui permettent en 2-3 recherches d'utiliser la commande qui fonctionne, de l'adapter. Après, je crois qu'il y a WaspZap qui est l'équivalent open source de Burpsuit généralement. Oui, tout à fait. Tout à fait. Même sur Burpsuit, effectivement, il y a pas mal de choses qui font avec des labs aussi qui t'expliquent des choses. Donc après, WaspZap, il était surtout spécifique à la génération de certificats, enfin manipulation, génération de certificats de Mani 2000. Oui, mais puisque Burpsuit, il y a trop cher, des modules payants, il y a c'est aussi des abonnements. On peut commencer par WhatsApp. Si on n'a pas... Et franchement, ça marche bien. J'avais déjà réussi à faire une attaque man in the middle et à récupérer un trafic clair d'une attaque TLS. Enfin, d'une requête TLS, pardon. C'était du 1.1, du TLS 1.1. Sur le 1.2, on récupère la requête claire, mais on n'a pas les paramètres de la requête. C'est un peu dommage. Ça dépend. Ça dépend de. Ça dépend dans quel point tu le fais. Donc ça c'est un peu les outils que j'utilise, donc c'est assez cool. Et bon, ça c'est vraiment, on va dire, chez les clients. Et ensuite après, il y a aussi, en fait, ça c'est, on va dire, c'est le pentest, on va dire classique. On a aussi du pentest hardware où du coup on utilise aussi des outils et on peut en citer deux. Il y en a un qui a été beaucoup utilisé l'année dernière, qui a fait un peu boom, c'est le Flipper Zero. C'est un petit gadget, bon, tout le monde le voit, où tu peux faire de la RFID, tu peux faire du Wi-Fi. Générer des signaux aussi. Tu peux faire plein de trucs, c'est un outil qui, on va dire, qui est multitâche. Et c'est cool. Et du coup, moi, par exemple, j'en ai acheté un et je me souviens que j'avais réussi à hacker du coup la machine à café de mon ancien travail, où du coup j'avais des cafés, on va dire, gratuits. Pour moi, c'est la première chose à faire. Si tu as un outil, il faut l'utiliser. Et du coup, moi j'avais réussi à hacker la machine à café, donc j'en profitais pas beaucoup. Mais du coup, en fait, il n'y avait pas de chiffrement, donc c'était assez simple. Et j'avais même réussi à copier mon badge et modifier un peu mon badge pour pouvoir accéder à des zones où j'avais pas le droit, payer à la cantine avec mon badge sans avoir mon badge. Donc tu peux faire plein de choses avec, c'était assez intéressant, donc c'était top. Et il y avait un second, c'est aussi le HackerF, le HackerF1, où là qui est vraiment plus, on va dire, radiofréquence RFID. Et là typiquement tu pouvais, par exemple j'ai eu des échos sur lesquels en fait il y avait des gens, ils avaient analysé leur signal de voiture et ils pouvaient du coup avec le HackerF déverrouiller leur voiture sans la clé. C'était assez... l'interception du signal. Exactement, intercepter et le renvoyer. Exactement. C'est comme la modification des requêtes, je sais pas, via des, tu vois les requêtes, paramètres. Les requêtes HTTP. Voilà, on récupère, on modifie le paramètre et on les... Exactement. C'est un peu ça. Mais après, la différence, parce que je sais que même Flipper Zero pouvait récupérer des signaux et les rejouer, mais je pense que pour les voitures, au début ça marchait même sur les Tesla, mais après il y a eu un patch, je crois, où en fait ils ont changé la fréquence, ils ont mis une fréquence qui n'était pas atteignable par le Flipper Zero. Mais ça marche quand même avec HackerF1. Oui, parce que le HackerF a une plage beaucoup
plus grande Exactement. que le flipper. Exactement. Et il faut savoir que chaque pays a des fréquences de radiofréquences différentes. Ça veut Ouais. dire que, imaginons que vous avez trouvé la radiofréquence pour déverrouiller votre voiture en France, et ben, ça ne sera pas forcément la même aux États-Unis ou quoi que ce soit. Exactement. Donc, Exactement. Par exemple, la 5G, aux États-Unis, elle est plus élevée. En France, je crois que de mémoire, c'était 4,2 ou 4,5 Oui. GHz, alors que c'est 4,2, alors qu'aux États-Unis, c'était 4,3. Tout à fait, oui. Et justement, il y avait un débat par rapport à ça, parce que les communications des pilotes sont au-dessus de 4,3. Exactement, du coup, c'est pour ça qu'ils demandaient d'éteindre des téléphones, parce que ça Ouais. pouvait faire une interception des signaux. Mais en réalité, avant l'invention de la 5G, il n'y avait pas besoin. il n'y avait pas besoin. C'est seulement maintenant qu'il y avait besoin. Ils avaient prévu le coup, on va dire ça. Ouais, on va dire ça. On va dire En ça. fait, il y avait toute la première phase des Volkswagen Golf 7 qui a Mhm. été rappelée Oui. pour patcher cette vulnérabilité. Ah, La première phase de 2015, je crois, ok. était vulnérable. Les Jeeps aussi, j'avais lu aux États-Unis que les Jeeps aussi, et Ouais, du ça coup, va. ils avaient rappelé je sais pas combien de modèles parce qu'ils étaient vulnérables à des Ok. c'est- Ouais, c'est fou. Et Flipper Zero, moi je sais que j'ai eu l'expérience avec. C'était le garage d'un ami, avec son accord bien sûr, où en fait l'objectif c'était de régénérer le signal pour ouvrir sa porte de garage. Et sincèrement, j'ai vraiment suivi des tutos. C'était sur YouTube où vraiment il avait mis un tuto. Et en fait, il y avait des codes de classification de signal. Parce qu'en fait, l'objectif c'était quoi? C'était d'envoyer tous les signaux possibles jusqu'à ce qu'on tombe sur la bonne fréquence qui corresponde à celle du portail. Et en fait, il fallait faire un algorithme suffisamment optimisé qui permette de tester tous les signaux, histoire de ne pas rester 8 heures ouais, devant bien le portail. Et justement, en fait, des personnes ont déjà optimisé des algorithmes. Et du coup, j'ai juste réutilisé, essayé Oui. de comprendre comment ça marchait, et ça a fini par C'est marcher. souvent le cas, c'est ce qu'on fait. Moi, j'utilise déjà des trucs. Des fois, c'est pas exactement ce que je veux. Je modifie le code et ça marche pour ce que je veux. Du coup, moi, je réinvente pas la roue souvent. Quand il faut, je le fais. Mais quand il y a des trucs qui sont déjà bien et qui sont déjà faits, je les utilise, je les modifie si besoin et ça fait toujours plaisir. Exactement. Bon, voilà, bah, moi, c'était tout pour on va dire la partie pen test. C'est un peu rapide, mais c'est un peu mes activités, ce que je fais, ce que j'aime. Ouais. Non, mais je comprends. Et d'ailleurs, il y a encore, là, on en a parlé que deux, mais il y a encore vraiment pas mal Oui, il y a d'outils. beaucoup d'autres Il y a des Wi-Fi adapteurs qui permettent de faire des honeypots, il y a la Raspberry, il y a Ubertooth pour il y en aller a. récupérer des paquets Bluetooth. J'ai pas utilisé Ubertooth, mais j'ai utilisé un autre module Bluetooth lors d'un pentest chez un grand industriel, en fait, qui m'a permis de récupérer des flux, des requêtes Bluetooth où tout était en clair, parce que Bluetooth, sur le protocole 4 et 5, en tout cas, c'est en clair, et en fait, modifier certaines requêtes pour pouvoir après me connecter. Et en fait, je pouvais faire ça en étant en dehors du siège. Ah, Il fallait juste que je sois à proximité du siège, exactement. Et je pouvais en fait c'était un petit module qu'on pouvait brancher à son téléphone. Et par contre, il fallait préparer le script à l'avance et le stocker sur son téléphone pour pouvoir, c'est ça, pour pouvoir l'utiliser exactement. ok. Et ça avait marché. Et le module coûtait vraiment pas cher, hein. C'était 30 €, je crois, le module Bluetooth. Il y a Un beaucoup truc comme ça. d'outils qui sont vraiment disponibles, Mm. pas très très chers. Il y en a beaucoup, qui sont on va dire, beaucoup plus chers. Ouais, à KRF One, c'est Voilà. 400-500. Voilà, c'est un budget, mais Mm. c'est pas non plus, on va dire, 8000, 10 000. Oui. C'est astronomique en fait. Quasiment tout le monde pourrait s'acheter ça avec les compétences. Voilà, le pour s'amuser et c'est libre sur le marché, quoi. Exactement. Et peut-être juste avant de parler d'Ozint, est-ce que tu aurais peut-être quelques, on va dire, est-ce que vous avez tous les deux peut-être quelques sites ou peut-être des certifications, on va dire, à passer pour monter en compétence sur cet aspect de pentest? Ouais, alors il y a. Je sais que du coup, tu as beaucoup de labs qui sont faits sur Axelbox. Oui. Qui est une, Oui, on en fait beaucoup avec Oussama. Voilà. Il y a aussi, il faut se mettre. Pour commencer, Rootme, ça peut être bien parce que c'est un côté où en fait, tu fais qu'une seule vulnérabilité, tu apprends un peu et c'est divisé en catégories. Tu travailles avec Me aussi, avec Me où tu peux apprendre pas mal de choses. Je sais que pour du forensic, parce que le forensic c'est pas souvent fait, j'avais un site que j'utilisais qui s'appelle CyberDefender où tu vas avoir des machines qui sont déjà compromises et du coup tu peux lui faire de l'analyse forensique là-dessus. Il est connu mais il est moins cité donc j'ai aussi fait ça. Après, oui, maintenant la communauté est beaucoup bien Il développée. est beaucoup plus Parce qu'au développé. début, lorsqu'ils ont commencé en fin 2019, et il était 3 personnes. Donc Ok. il y avait Mohamed qui est le CEO de Cyber Defense, il y avait un développeur Ok. et un seul analyste
qui met en place les challenges, qui Tout à fait. les challenges. Et à ce moment-là, en fin 2020, j'étais contacté par Mohamed pour rejoindre l'équipe des bêta-testeurs Ah, intéressant. avant de publier les challenges. Ah, Donc là, actuellement, je suis toujours présent sur cyberdefenders.org. ouais, tout à fait. Et voilà, je suis toujours présent. Voilà, il y a un certif déjà qui est proposé par Cyber Defenders. Ok. Et il y a des labs payants, donc ça nécessite un abonnement annuel de, je sais plus, c'était presque $200, quelque chose comme ça, pour avoir accès au lab. Et généralement sur Cyber Defenders, ils publient un nouveau lab tous les lundis vers 18h. D'accord, ok. Voilà, des nouveaux labs vers On a les actions. lundi Ouais. vers 18h. Voilà, donc je les citais parce que du coup, au moins, Après, oui, les challenges sont bien Ils faits. sont bien faits, Sont ouais. bien faits. Il y a il y a des serveurs Discord derrière. tout à fait. Tout le monde s'entraide entre parenthèses, juste des petites hints. Ils Oui, vont pas, Ouais, des petits franchement, indices. ils vont pas franchement donner la réponse. Donc, c'est jamais comme ça. donc ça sert à rien d'essayer ou de tenter quelqu'un. Donc ça sert à rien. Oui, Il n'y aura c'est- pas de réponse sur Discord ou autre. Oui, Donc il y a des petites hints là pour changer de méthodologie d'analyse. oui. Les gens sont là vraiment pour que tu apprennes, donc ils vont pas te donner la solution, ils peuvent te donner des Ouais. indices en disant tu fais votre route ou ok ou est-ce que tu as regardé ça, mais jamais on te dira ça c'est la Voilà, solution. mais il y a toujours quelqu'un du site qui répond aux questions, donc il va juste dire que, ok, parfois c'est de ma faute, le flag n'est pas vraiment celui demandé, donc il y avait un problème ou il y avait un problème au niveau du placeholder, donc il ne s'agit pas vraiment de Oui. la bonne réponse, ou parfois ça peut supporter plusieurs réponses, donc il faut vraiment choisir la bonne La bonne réponse. réponse. Ou donner la possibilité de mettre Ouais. voilà, l'une des réponses correctes. Ok. Ok. Mais au moins c'était bienveillant parce que moi je sais que sur RootMe en 2019-2020 j'en avais pas mal fait et quand j'allais sur des forums pour demander et dire oui voilà ce Ah oui. que j'ai fait, on me proposait une méthode et après moi je passais 3-4 jours à essayer la méthode, je revenais et je disais mais ça marche pas et après on me disait bah oui ça marche pas espèce d'idiot on se moquait de toi. Ah d'accord, ouais. Non, ça a un peu Ouais. changé son rythme. Non franchement c'est devenu beaucoup plus bienveillant mais il y a 5-6 ans Oui, il y a c'est- toujours des gens Ouais, qui sont là ouais. pour. franchement on m'a plus souvent fait ça que... Que t'aider. Ouais, Du franchement. coup, tu poses plus de questions. Tu te débrouilles tout seul. Voilà, donc les labs de Cyber Defenders sont bien faits. Mhm. Des vrais labs, on peut passer même des jours pour résoudre ces labs-là. Après, il y a d'autres plateformes comme BTLO, par exemple, Blue Team BTLO, donc Blue Team Labs Online. Mhm. Donc il y a BTLO, il y a Let's Defend. Ouais, je connais. Voilà, donc des challenges suivant voilà, ça dépend de la thématique. Donc il y a du cloud, du malware, du phishing, de l'analyse réseau, des forensics, Ouais. reverse engineering, peu importe, Oui. ça dépend de la compétence. La compétence. Voilà. Ok. Et sinon, peut-être par rapport à l'OSINT, du coup. Ouais, alors je crois que je vais devoir vous laisser sur Ok, l'OSINT. ça marche. Malheureusement, j'ai une réunion qui a déjà commencé. Pas de Il me souci. ping depuis tout à l'heure. donc Pas de je suis souci, pas de désolé. souci. Non, ça, Si pas de souci. vous êtes encore là quand j'ai fini, bah, je pense pas, mais bon, c'était déjà bien. Merci Pas de pour souci. le pentest et je Pas vous de laisse souci. du coup l'OSINT. Ça marche. Merci encore. Ça marche. Pas de souci. Plus tard. On va. Bon, donc on va continuer à parler d'OSINT. Malheureusement, bon, le rapport de Pentest a appelé Alexis, donc il a dû nous laisser. Mais en fait, l'OSINT, voilà, donc c'est un sujet vraiment très intéressant et pas assez justement documenté. On sensibilise pas assez les gens par rapport à l'OSINT. Et en fait, c'est quoi l'OSINT? Donc c'est Open Source Threat Intelligence. Donc c'est vraiment le fait de récupérer, de collecter des données, d'analyser les données pour avoir des renseignements. C'est de l'open source intelligence en gros. Exact. Donc, en gros, la dernière fois, j'ai fait personnellement une petite sensibilisation. Ok. Donc j'ai dit, ne publiez pas n'importe quoi sur vos réseaux sociaux, ne partagez pas tous les détails de votre vie quotidienne parce que franchement, un jour, ça peut être utilisé contre vous. Ouais. Oui. Mais souvent, quand on dit ça on va dire aux personnes, notamment aux particuliers, ils ne voient pas forcément l'intérêt derrière. Ouais. Mais justement, c'est là où tout est, c'est là où la sensibilisation prend son sens. C'est en fait en montrant des exemples concrets de comment les données personnelles, justement, de ces particuliers-là, de ces personnes, peuvent être utilisées contre elles.
Et d'ailleurs, l'OSINT, c'est pas que sur Internet, c'est aussi par exemple dans les journaux, les médias. En fait, c'est toute information publique, même en dehors, même en dehors d'Internet. Parce que j'avais revu la définition, et en fait, c'est vraiment tout ce que vous pouvez obtenir sur une ressource. Et en fait, il y a plusieurs types d'OSINT. J'avais fait justement une conférence et un CTF, c'était Purple Pill. C'était à Nanterre et j'avais assisté à la conférence et après je me suis greffé à une équipe pour faire le CTF. Et en fait c'était un CTF purement OSINT. Ça fait pas référence à Purple, enfin il y a on va dire une petite référence à Purple, au côté Purple dont on parlait côté pentest, c'est-à-dire attaque-défense. Il y avait un peu d'attaque et de défense, mais d'ailleurs il y avait un challenge d'analyse de malware sur Volatility. Mais c'était surtout concentré sur de l'OSINT, donc de la recherche d'informations. Et en fait, il y avait tout ce qui était GeoInt. En fait, c'est tout ce qui est, on va dire, satellite, éléments visuels. Géolocalisation, exactement. Par exemple, à partir d'une photo, justement, qu'on publie sur Internet. Juste avec l'heure de la photo et le paysage, si jamais vous avez pris le ciel en photo, on peut retrouver, si jamais vous ne devez pas donner votre localisation, juste avec l'heure et la photo, on peut retrouver votre fuseau horaire et le moment où ça a été pris. Exact. Là, ça me rappelle d'un challenge sur Cyber Defenders, là, par hasard. Il y avait une vidéo. Donc, le challenge est sous forme de vidéo de 7 minutes, je crois, ou 10 minutes. C'est un tour en voiture dans les rues ou les boulevards de Las Vegas. Donc là, il y a des questions à répondre concernant, par exemple, des endroits à Las Vegas. Je me rappelle d'une question, c'était le mot de passe Wi-Fi d'un tel hôtel. À partir de cette vidéo-là. Donc ils disent par exemple un hôtel qui passe à la telle seconde. C'est quoi le mot de passe par défaut pour les guests de l'hôtel? Là, il faut vraiment aller se concentrer sur la vidéo et aller chercher l'hôtel, et aller chercher en OSINT des données publiques autour de l'hôtel pour essayer de redeviner le mot de passe. Très, très, très intéressant. Et ça, justement, ça combine plusieurs types d'OSINT parce que c'est en même temps du GeoInt, donc géolocalisation, mais en même temps, c'est du SOC-MINT, donc analyse d'entreprise. Là, pour le coup, c'est un hôtel. Parce que du coup, il y a GeoInt pour tout ce qui est localisation, il y a MASINT pour tout ce qui est, on va dire, information disponible sur Internet, mais dur d'accès, on va dire sur une plateforme où il faut se connecter, par exemple. Donc ça réduit, on va dire, les possibilités d'automatiser. Et du coup, le SOC-MINT, qui est le plus pratiqué, je pense, c'est sur des personnes, des entreprises. Et justement, tout ce qui est recon. Je pense que c'est le type où il y a le plus d'outils disponibles sur Internet. Tout ce qui est nom de domaine, requête, certificat SSL. Donc on en a vu aussi pas mal. Voilà. Mais après, tout seul, on va dire, ça représente pas forcément des données très très sensibles, mais corrélées avec d'autres types d'informations qu'on a récupérées via d'autres types d'OSINT, ça permet de faire une belle attaque. Après, ça dépend du but. Oui. C'est quoi l'objectif exactement? S'il s'agit juste quelque chose de phishing, par exemple, ça peut aller avec un peu d'informations. Oui. Voilà, avec jouer sur les émotions et tout, connaître un petit peu sur la personne. Après, s'il s'agit vraiment d'une grande entreprise où là, on a besoin de savoir plus sur l'infra, sur le personnel, sur la méthodologie de travail et tout. Donc là, ça nécessite vraiment un bon travail de collecte d'informations. Non, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, j'avais déjà fait une campagne un petit peu d'OSINT sur une entreprise où en fait, à travers donc des Google Docs, donc des filtres, on va dire, qu'on peut utiliser dans une requête Google, récupérer c'était un PowerPoint ou un PDF, sincèrement je me rappelle plus, mais en gros on peut choisir le type de données, c'est ça, avec l'attribut file type. Et j'avais choisi en fait et j'avais écrit le mot entre guillemets pour avoir exactement le résultat les résultats qui contiennent le mot ou la liste de mots qu'on met entre côtes. Et en fait c'était le mot événement. Et en fait j'avais trouvé un événement à venir sur cette entreprise. Et ensuite j'ai contacté une des personnes grâce à Email Hunter qui m'a donné le modèle du mail de l'entreprise. Et ensuite j'ai pu contacter cette personne-là
en lui parlant de l'événement et en lui donnant un lien du template en tant que présentateur du prestataire. Et en plus, il y avait un prestataire externe, donc c'est normal qu'ils ne me connaissent pas. Et en fait, le fait que je connaisse autant d'informations sur cet événement et que je le contacte lui directement qui est chargé de ça, il a tout de suite été mis en confiance et il a cliqué sur mon template qui était en réalité un script. Et, c'est bon. Et voilà. Et après, c'était fini. Et c'est là où justement, grâce à l'OSINT, on peut faire beaucoup plus facilement du spear phishing. Et d'ailleurs, il y a le IBM et un rapport, c'est le l'OSINT Cyber Threat Intelligence qui en fait a dit que l'OSINT était en fait l'OSINT permettait de récupérer en fait l'OSINT représente 30% des informations qui sont utilisées dans les cyberattaques. Ouais. Donc donc voilà, donc on fait déjà un tiers du travail pour les cybercriminels en leur donnant les informations publiquement. Et le pire, c'est que ça n'a pas changé. C'était le même chiffre en 2021 et 2023. Mais entre-temps, il y a plus de sites et de ressources qui ont été créés. Ça veut dire qu'on a même régressé un peu. Bien sûr, là, par exemple, pour les entreprises, ça dépend. Après, je ne sais pas s'il y aura d'autres chiffres pour 2024. Mais concernant les entreprises, ça dépend. Mais concernant le public en général, je pense que le chiffre est plus élevé. Plus élevé. Ah oui. Non, là c'était vraiment tout confondu, particulier, entreprise. Mais en effet, je pense que pour les particuliers c'est pire. Ouais, honnêtement, j'ai pas de doute. Et justement, il y a une preuve de ce que tu avances, c'est que Proofpoint avait mis dans son rapport de 2021 que en fait 65% des cybercriminels utilisent les réseaux sociaux pour récolter des informations. Et en général, les réseaux sociaux, c'est majoritairement pour des particuliers, justement. Il peut arriver qu'on ait des réseaux sociaux pour nos services com. Voilà. Mais en général, c'est beaucoup moins répandu. Et c'était 65% en 2021 et c'est passé à 70% en 2023. Donc, en 2024, ça peut passer à 90%. C'est vraiment grave ce qui se passe chez nous. Exactement. Et le côté aussi instantané avec d'autant plus TikTok, parce qu'avant c'était surtout Facebook, Instagram. Là maintenant avec TikTok, ça a encore augmenté, on va dire, la facilité d'accès sur ces réseaux sociaux-là. Et le pire, c'est que sur le dark web, il y a aussi pas mal de fuites de données du côté des entreprises. Et en fait, 10% de ces fuites de données sont de l'OSINT, c'est-à-dire sont des ressources qu'on a récupérées directement sur Internet. On n'a pas eu besoin d'utiliser des exploits ou de faire des pentests dont on parlait plus tôt. Du breach ou autre, voilà, c'est quelque chose de public. Exactement. Voilà, qui était exposé par exemple par erreur. Ça arrive. Et ça arrive d'exposer des informations par erreur, manque de sécurité. Manque un problème de configuration. Ça arrive, mais généralement, la plupart des informations sont mises en public par volonté. Et le souci, c'est qu'il y a des outils qui font des scrapping réseau continuels. C'est-à-dire que dès qu'on publie quelque chose sur Internet, il y a des outils dont le but est juste de scanner et de garder ça en mémoire dans le cas d'une potentielle utilisation. Et c'est là où ça devient dangereux. D'ailleurs, il y avait Splunk, qui vient d'être acheté par Cisco, qui avait donné un chiffre. Il avait dit que 8 à 10% des cyberattaques exploitaient par exemple les techniques de Google Dark, de Google Hacking dont on parlait tout à l'heure. Donc c'est quand même assez conséquent. Mais on remarque du coup que c'est quand même une pratique qui est très répandue et dont on n'entend pas forcément parler. Je veux dire, je parle pour les personnes qui ne sont pas dans le domaine. Bien sûr, ça dépend parce que tout le monde, il va sur Google, il tape n'importe quoi et il y aura 1000 pages de résultats. Parfois, les premiers résultats sont généralement des résultats sponsorisés. Il n'y aura pas vraiment un contenu bien ciblé, un contenu spécifique à la recherche. Donc, il suffit, par exemple, de mettre le mot-clé important entre côtes. Et comme ça, on force les résultats de contenir ce mot-clé-là. Exactement. Après, pour les autres paramètres, ça dépend. On peut chercher des types de fichiers, des URL, des IP.
On peut chercher aussi des mots contenus dans l'URL. On peut chercher aussi des types d'erreurs. Par exemple, j'apprends aujourd'hui, j'ai une alerte du NIST ou ou des nouvelles vulnérabilités sur cve.org. Ok, aujourd'hui, je sais qu'il y a une nouvelle vulnérabilité sur Nginx, par exemple, ou Apache. Je vois les versions qui sont concernées. J'écris un message d'erreur ou bien un fichier qui est disponible, qu'on trouve sur tous ces serveurs Apache. J'écris ce nom de fichier dans l'URL ou bien entre côtes et entre guillemets, et je trouve tous les sites qui contiennent ce serveur Nginx. On a des URL, des adresses IP / par exemple quelque chose .config. Exactement. Et après, et souvent ça peut arriver, mais je pense que la majorité des attaques les plus répandues, c'est des attaques comme ça, où en fait les attaquants vont essayer de cibler large, d'attaquer le plus de personnes possible, et ensuite d'essayer de voir où ils peuvent on va dire, récupérer des rançons ou des données ou des choses qu'ils vont pouvoir échanger contre l'entreprise. Parfois, ça peut être par hasard. Là, franchement, ça peut être par hasard. On cherche quelque chose, on tombe sur autre chose, et là, vraiment, ça donne envie de l'attaquer. C'est vrai. Parce qu'il est exposé, parce qu'il est mal configuré, voilà, ça donne envie. Voilà. C'est vrai, il y avait eu un site de santé comme ça où c'était le cas. Donc je peux comprendre. Et justement, c'est pour ça que ça c'était une aberration. Avant, il y avait d'ailleurs beaucoup plus de systèmes de connexion aux réseaux sociaux, aux emails, qui se basaient sur les questions de sécurité dont on parlait justement. Et ça, aujourd'hui, après c'est de moins en moins répandu, mais là, franchement, c'est une aberration. Pour les questions de sécurité, il faut mieux choisir la question. Donc, une question personnalisée qui n'existe pas dans la liste. Donc il faut donner le choix à l'utilisateur pour taper sa propre question. Donc là, si je pars sur la question c'était quoi la marque de votre première voiture, c'est n'importe quoi. Là, je peux aller sur Facebook, je peux balayer les photos de profil et je peux tomber sur votre première voiture. Là, c'est pas vraiment quelque chose de compliqué. Ou votre ville de naissance, le nom de votre grand-mère. C'est pas quelque chose de compliqué. Et en plus, souvent, moi je sais que ça a été mon cas. Lorsqu'on crée les comptes de réseaux sociaux, par exemple Facebook, Instagram, souvent ils sont publics par défaut. Au départ, ils proposaient même pas. Moi, je sais que je l'avais créé, je pense, en 2009 ou 2008. 2009, je crois. Ils proposaient même pas la possibilité de le mettre en privé. C'est-à-dire qu'il fallait d'abord le créer pour ensuite le mettre en privé. Et en fait, quand on remplissait les premières informations à propos, qu'on mettait peut-être une photo de profil, etc., il y avait des outils justement qui récupéraient ces informations-là. Et en fait, même si aujourd'hui votre compte est privé, à un moment, il ne l'a pas été. Sauf si vous l'avez créé très récemment. Du coup, si vous vous basez sur votre premier animal de compagnie, votre première voiture, il y a de grandes chances que cet outil de scrapping l'ait récupéré. Voilà. Et d'ailleurs, pourquoi justement la sensibilisation dont tu parlais est très importante, parce que il y avait l'Institut de Security Awareness qui fait des rapports, qui a dit que en 2021, 70% des entreprises qui formaient leurs employés à l'OSINT avaient constaté une réduction des incidents. Donc, et apparemment, c'est monté à 75% en 2023. Voilà. Donc, comme quoi, le fait de prévenir les employés et de leur faire peut-être des démonstrations sur les techniques d'OSINT, leur a vraiment permis de réduire justement les incidents. Donc, après, je sais pas dans quel cadre on t'a demandé de faire la sensibilisation. Ou si tu peux peut-être en parler. Pour la sensibilisation, oui, je l'ai faite, mais généralement après la campagne de phishing. Donc là, je chasse les victimes, après je fais la sensibilisation. Donc j'ai lancé 2, 3, 4 campagnes de phishing et c'était toujours les mêmes victimes. Quelle que soit la thématique du mail, la thématique de l'attaque, sont toujours les mêmes victimes. Là, il y a quelque chose. Franchement, il y a toujours... Et c'était vraiment on peut dire des grosses têtes, des responsables, des collègues de l'équipe IT, mais c'était pas quelque chose de logique. Donc là, il y a quelque chose qui va pas.
Et là, j'ai fait un tour là, sur tout le monde. J'ai fait la sensibilisation. Il ne fallait pas cliquer, il fallait pas. Là, il faut signaler, il faut m'appeler si besoin. Je me déplace. Et là, on a même changé la politique de mot de passe. Parce que la politique de mot de passe était nulle. Franchement, c'était 6 caractères. Et les gens gardent leur mot de passe par défaut, fourni par l'administrateur qui a créé le compte. Donc là, le mot de passe par défaut, c'était par exemple 4-0, la première lettre du prénom, étoile. Ok, là, il demande, lors de la première connexion, il faut la modifier, mais ils remettent le même mot de passe. Là, il faut vraiment changer de politique pour ne pas répéter le même mot de passe. C'est ça. Et le pire, c'était quoi? T'as parfois des postes partagés. Des utilisateurs qui utilisent le même compte. Il a oublié, par exemple, le mot de passe de son compte et parfois, c'est la flemme de se connecter. Il y a un mot de passe partagé qui est collé sur l'écran. Il y a un sticker collé, voilà, mot de passe, là où sous le clavier, vous avez quelque chose. Et là, quand j'ai fait la sensibilisation, les gens, ils n'arrivent pas vraiment à choisir des bons mots de passe. Là, j'étais obligé de leur expliquer comment, par exemple, utiliser quelque chose de significatif pour se rappeler facilement des mots de passe, mais pas quelque chose de banal. Donc là, on a parlé, par exemple, du lit. Donc, ce qu'on appelle le lit. Donc, voilà, changer les lettres par des chiffres. Donc, le E, on le change par 3, le T par 7, le S par 5. Voilà, quelque chose comme ça. Éviter les dates de naissance, éviter le numéro de téléphone, éviter les prénoms, éviter tout ça. Et en plus, pour les mails de phishing, là, il fallait vraiment faire attention. Voilà, quelques petites techniques pour... voilà, une fois j'ai fait une sorte de typo squatting sur le nom de domaine de l'entreprise. Donc là, j'ai utilisé la même adresse du helpdesk, de notre adresse de l'équipe helpdesk, mais j'ai changé, j'ai changé un N par un M. Personne n'a fait attention. Là, il y avait des signalements par hasard. Et il y avait des gens qui sont venus me voir. J'ai reçu ce mail-là, qu'est-ce que tu en penses? Ok, merci. Très bien. Vous avez. Après, ils n'ont pas vraiment découvert l'astuce, mais ça paraît un peu bizarre. Donc là, c'était quelque chose de publicité. Vous allez gagner, c'était à l'époque, vous allez gagner un ticket pour l'ouverture ou la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde. Voilà, vous avez gagné un séjour, par exemple, à tel hôtel. Et parfois, puisqu'on utilisait Outlook, donc la version locale d'Outlook, ça nécessite toujours un archivage. Un archivage du mail. Et là, il y a des gens qui reçoivent toujours des mails. Donc, au bout de 2-3 jours, il fallait un archivage. Ça nécessite un archivage, donc 1 ou 2 gigas, voilà, ça se consomme direct au bout de 2-3 jours. Donc là, ce que j'ai fait la même chose, comme s'il y aurait une automatisation d'archivage. Donc j'ai mis un lien, voilà, votre boîte mail est utilisée à 90% par exemple, cliquez ici pour faire l'archivage automatique. Voilà, et là, franchement, puisque tout le monde on a marre de l'archivage, ils doivent attendre quelqu'un de l'équipe pour intervenir. Donc tu leur as donné la solution d'en tirer. Et là, il y avait quelqu'un qui est venu me voir juste pour me dire que voilà, j'ai reçu un mail et voilà, j'ai besoin d'un archivage. Et c'est pas le but. T'as pas besoin d'archivage, c'est autre chose. Et encore parfois, c'est encore plus ciblé pendant la réforme des retraites. Moi, je me souviens que j'avoue avoir cliqué dessus, je me suis fait avoir. Ils ont envoyé dans l'entreprise un mail, justement, par contre, c'était un mail entreprise. Je veux dire, le domaine, j'ai pas vraiment fait attention à l'adresse avant, c'est pas vraiment une bonne pratique. Et je me souviens que c'était un texte qui expliquait en quoi la réforme des retraites allait nous impacter en tant qu'employés de telle entreprise. Et sincèrement, je pense que c'est une des campagnes de phishing qui a eu le plus de taux de clics parce qu'en plus, on en parlait, c'était vraiment la période, la loi venait de passer et vraiment le timing était super bien choisi pour lancer la campagne. Et
Après, je sais pas ce que tu en penses, mais en venant, j'avais pensé par exemple faire par exemple un test de sécurité sur les postes entreprises, où en fait, lors d'un clic, à chaque fois qu'une personne clique sur un lien, on ferait un petit script rapide qui irait juste vérifier le lien sur, par exemple, un site comme VirusTotal, qui donnerait, et si jamais le lien n'est pas considéré comme suspicieux, lancer le lien dans un navigateur. Je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve qu'en termes d'optimisation, ça prendrait pas si long, ça mettrait pas autant de temps, et ça permettrait vraiment d'automatiser ça, et que les personnes peut-être fassent, et on va dire que les personnes qui n'ont pas été sensibilisées, au moins réduire le risque que ces personnes-là fassent, voilà, commettent, on va dire, l'irréparable en cliquant sur un lien de support. Après, ça dépend. On peut, par exemple, lancer les liens directs dans des sandbox ou des navigateurs de sandbox. Donc, comme ça, au moins, on évite les vrais risques. Mais en termes d'optimisation, ça perdrait. Oui, ça prend du temps. Mais après, par exemple, si VirusTotal, par exemple, on ne peut pas compter sur les résultats à 100%. Parce que généralement, là, à la base, c'était, par exemple, les créateurs des malwares ou des scripts, ils font quoi à la base? Lors de la création d'un nouvel malware ou d'un script, ils l'uploadent sur VirusTotal. Comme ça, il est clean. Et par la suite, ils les diffusent, l'utilisent. Okay. Et quand tu l'analyses une autre fois ou tu utilises le hash, il est toujours clean par rapport à la première analyse. S'il n'y avait pas un changement au niveau des signatures d'un tel antivirus ou d'un tel moteur, donc ce sera toujours clean. Ouais, donc en fait, sauf si les avis de la communauté, par exemple, ne disent pas autre chose. Généralement, c'est ça. Mais après, et si on se base peut-être sur plusieurs outils, URL Void, Wiz, VirusTotal, et dès qu'un dit qu'il est suspicieux, on l'ouvre pas. Par exemple, si un seul moteur voilà, le signal, on ne l'ouvre pas. Mais parfois, généralement pour les outils, on utilise des anti-spam ou des mécanismes de protection mail, comme par exemple, je sais pas, moi personnellement j'ai utilisé Symantec, donc Symantec SMG, donc Messaging Gateway. Donc, ce qu'on fait généralement, on ajoute un no-click à chaque lien. Comme ça, on évite les clics même je sais pas, les clics par hasard ou les clics non voulus. Donc, c'est no-click. Parfois, il n'y aura pas quelque chose d'affiché. Donc, il faut copier l'URL et voilà, retirer no-click. Si le lien n'était pas bloqué ou le mail n'était pas bloqué par l'anti-spam, voilà, on est obligé de retirer le no-click pour. Et comme ça, on évite l'ouverture automatique des liens. Comme ça, dès que les mails sont un peu suspects, on fait en sorte qu'on puisse pas ouvrir les liens qui sont sur le mail. Mais en tout cas, ce genre de test de sécurité ou de script, justement, c'est un métier qui est en plein essor actuellement. C'est le métier de DevSecOps dont tu as parlé justement, Adrien, d'ailleurs, dans le Digital. Et justement, ce métier-là qui, on va dire, reste quand même assez récent, on va dire c'est le métier idéal pour penser à ce genre de script de sécurité qui permettrait d'éviter des clics, d'éviter on va dire, de réduire les risques, même si, on va dire, les employés ne sont pas suffisamment sensibilisés. On parle aussi des phases d'évaluation et de tests tout au long du trajet, tout au long du process de développement. Voilà, on ne va pas attendre la fin du développement du produit ou la phase de déploiement pour le tester. Donc il y aura des tests, des évaluations à chaque étape. Donc chaque module créé va être testé directement en boîte blanche, en boîte noire, peu importe. On ne va pas attendre la fin parce que si on fait les tests à la fin, ça va coûter cher de les fixer ou de les corriger. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et en plus, ça fait en sorte de former un petit peu tout le monde. Parce que je sais que par exemple, en 2020, c'était 27% des entreprises qui avaient une approche, on va dire, DevSecOps.
Aujourd'hui, c'est plus 36%. Et personnellement, j'avais fait une mission chez un grand opérateur français où justement j'ai été DevSecOps et référent cyber. Et en fait, j'auditais du coup les projets, donc les codes, les architectures. Et en fait, je formais les développeurs et les architectes aux bonnes pratiques donc de code ou de conception d'architecture. Donc, conception d'architecture en leur montrant par exemple des points d'accès qui étaient, on va dire, où il y avait des ports ou des services qui ne devraient pas être mis on va dire, directement sur Internet. Donc, peut-être mettre un load balancer ou un bastion avant. Pour éviter que ces ports soient ouverts directement et qu'on puisse exécuter des exploits. Donc ça, c'est plus le côté archi. Ou par exemple, le code, ça c'était vraiment, ça revenait dans tous les projets. C'était en fait, à chaque fois qu'il y avait une entrée utilisateur, on vérifiait jamais, on pensait jamais à toutes les entrées possibles. Si jamais vous faites une application, je sais pas moi, de réservation, bon là pour le coup d'opérateur, c'est on va dire une application qui va vous générer la facture et où vous allez rentrer votre adresse mail pour recevoir votre facture. Et ben si vous rentrez un script à la place de votre adresse mail, c'est envoyé sur le serveur de l'opérateur, par exemple. Dans ce cas, il faut éviter vraiment les caractères spéciaux qui existent toujours sur les scripts. Par exemple, si on parle de PHP, il faut éviter par exemple les supérieurs, inférieurs, les points d'interrogation. Exactement. Et voilà, pour les requêtes SQL ou pour les XSS exactement. Ou même les scripts quoi. Ouais, exactement. Faut faire en sorte qu'on n'interprète pas du tout en fait les valeurs qui sont renseignées par l'utilisateur. Et que ce soit de l'HTML, du PHP. Les modules d'upload de fichiers, upload d'images, là c'est critique. On récupère un module, on l'intègre directement et là franchement on peut faire l'upload d'un shell. Avec tout un métaprète. Exactement. Et après, on peut lancer n'importe quelle commande sur le serveur de notre cible. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, justement, on va dire, et d'ailleurs, toute cette pratique de sécurité des inputs, ça s'appelle sanitization, c'est input sanitization, et j'invite vraiment tous les développeurs qui nous écoutent à regarder ça vraiment de plus près lorsqu'ils codent une application, un site web ou juste un script, parce que c'est vraiment essentiel. Les développeurs, généralement, ils pensent à ce qu'on appelle... côté fonctionnel. Côté fonctionnel, ce qu'on appelle input, valid input, quelque chose comme ça. Déjà, la fonction est la même fonction partout, qui est utilisée partout. Elle s'appelle input validation ou quelque chose comme ça. Il y a juste des vérifications du vide, des champs vides, des champs... vérification de mot de passe par rapport aux critères, à la politique de mot de passe. Si les deux mots de passe sont compatibles, donc le mot de passe c'est la confirmation. Mais là, il y a plein d'autres choses à vérifier. Par exemple, si je mets un espace et je passe au qui, c'est pas un champ vide. Mais lors de l'affichage, c'est vide. Par exemple, ça touche pas vraiment à la sécurité, mais franchement, il faut penser à ça. Ça dépend. Oui, non, c'est vrai, ça peut permettre plein de choses. Mais d'ailleurs, pour éviter ça, ce que j'ai fait d'ailleurs sur l'opérateur, c'était qu'en fait, sur tous les projets qui étaient donc les codes auxquels j'avais accès, j'avais installé un script en YAML qui en fait lançait un audit de sécurité sur le code via des outils connus, Checkmark, SonarCube, etc. Et à chaque fois qu'on poussait une modification sur la production, sur la branche main du dossier GitHub, donc en prod, à chaque fois qu'il y avait un git push, donc qu'on mettait à jour, ça lançait directement un audit de sécurité, je recevais le rapport, et après, je pouvais repasser manuellement, parce que je préciserai pas pour des raisons de confidentialité, mais ces outils-là marchent très bien sur, par exemple, PHP, Java, etc. Mais pour tout ce qui est Shell, Bash, etc., il y avait des petites choses où il fallait revoir manuellement. Et c'est pour ça qu'on a dû compléter avec d'autres outils d'ailleurs. Mais celui-là, je peux pas en parler. Mais il faut aussi, par exemple, pour les développeurs, il faut
éviter les variables non utilisées. Parfois, un développeur il crée une variable, il Oui. initialise, Oui. il passe, Ouais. il oublie. Voilà, on a une variable et aussi. Et souvent, c'est des variables globales en plus, Voilà, qui des sont, variables ouais, globales. et c'est-à-dire qu'ils sont valables dans toute l'application. Voilà, elle n'est pas utilisée. Donc, dans les rapports d'audit de code, on va la trouver. Donc, cette variable n'est pas utilisée, elle était initialisée, mais jamais utilisée. Donc, ça peut causer problème. Mais il y a aussi quoi, par exemple, les types de variables. Donc, si on parle d'un langage qui exige un type de variable, par exemple, ici, on peut utiliser un short int. Pourquoi on le déclare en long int? Là, franchement, ça peut, Oui. en termes d'input, ça peut. Ouais. Après, dans les derniers langages, on va dire Python, etc., à la mode, là, ça on va dire, ça a été automatisé, ça a été géré. Mais par exemple, en C, C++, Java, si on déclare plus d'espace mémoire que ce qu'on utilise, ça peut permettre après de mettre des scripts dans la variable, de faire des buffer overflow, d'injecter. Voilà, du fuzzing, Exactement, ou du fuzzing, exactement. Voilà, bref. En tout cas, on se verra une prochaine fois pour parler peut-être encore plus en détail de cet aspect DevSecOps. Et voilà, c'était un plaisir. Merci Oussama, et c'était un plaisir. À bientôt.